nous avons droit à plusieurs questions. Voilà, plusieurs questions. Je vais vous laisser un petit peu le temps de vous reposer. Je vais me tourner directement sur Sabah pour lui poser beaucoup de questions. Est-ce que Sabah, tu es là? Tu Sabah. m'entends? Est-ce que tu Oui, m'entends? je t'entends très bien. Parfait, parfait. D'accord. Alors, écoute, tu as droit à beaucoup de questions. On va laisser le professeur Habib se reposer. Alors, je vais commencer par, bien sûr, notre présidente, le professeur Aïcha Aouad, que vous savez qui est une échocardiographiste de renom et qui va te poser beaucoup de questions. Parce que là, je n'ai que des questions de professeur Aouad. Alors, allons-y. D'abord, il te félicite pour ton brillant expo, c'est clair. Elle te dit, proposes-tu une écho-défaut pour les patients avec fuite aortique importante et bon VG? Et penses-tu que l'absence d'amélioration de la fraction d'éjection du ventricule gauche au cours de l'effort a la même importance que la dégradation de la fonction VG pour poser l'indication opératoire? Alors, donc, si on est dans les guidelines, normalement non. Mais en fait, les guidelines ne sont pas là pour nous condamner dans notre attitude. L'épreuve d'effort, l'écho d'effort, elle apporte quand même des choses. Elle va nous apporter, est-ce que la PAP, elle augmente? Est-ce que l'IA, elle va augmenter au cours de l'effort? Elle va avoir le VG, la fraction d'éjection. Donc, pour quelqu'un qui est asymptomatique, qui n'a pas de dilatation, je pense, c'est le premier cas. Il n'a pas beaucoup de dilatation. Est-ce que je propose une épreuve d'effort qui est asymptomatique? Donc, je vois pas. On la proposera, c'est pour, en fait, l'écho d'effort, elle est indiquée, c'est quand on veut extérioriser et démasquer un faux asymptomatique. Donc là, si c'est vraiment un asymptomatique, si je veux, bien sûr, et on va se baser sur les critères qu'on connaît tous pour dire c'est une IA qui, de asymptomatique, elle est symptomatique parce qu'il y a des critères hémodynamiques à l'écho. Donc là, c'est dans les cas où on bloque, on ne dit pas elle est hors, même si elle est hors guidelines, on peut l'utiliser quand elle est à notre disposition, quand on l'utilise souvent, comme Aïcha qui l'utilise, et ça peut régler des problèmes, que ce soit dans l'insuffisance aortique, dans le rétrécissement ou dans l'IM. Donc, voilà un petit peu les utilisations qui restent des cas à part, des cas particuliers. Très bien, je te pose une deuxième question, toujours de professeur Aouad, qui te dit dans les cas où l'insuffisance aortique est difficile à quantifier au Doppler couleur, et ça c'est notre pain quotidien, la fraction de régurgitation peut être utile par l'IRM, bien que les limites des seuils ne soient pas équivoques dans les études et dans les guidelines européennes. Alors, elle n'est pas très recommandable en écho du fait de plusieurs paramètres écho-Doppler qui peuvent occasionner des erreurs de mesure. Du coup, une orientation pas très fiable pour juger la sévérité de la fuite. Bon, je comprends que le professeur Aouad voudrait te dire que la fraction de régurgitation serait plus utile dans le cas de l'IRM. Donc, c'est beaucoup plus un commentaire. Alors maintenant, il y a une deuxième question. Penses-tu que l'intégration du strain dans l'algorithme décisionnel d'une chirurgie peut être utile dans la décision opératoire de fuite aortique avec fraction d'éjection conservée? Je crois que tu en avais parlé, mais… Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, mais à condition de dire que le strain pris à part, on sait que le cutoff, il y est, à moins 14, mais en fait, c'est de l'intégrer avec les autres paramètres. D'accord? C'est-à-dire de l'intégrer avec une dilatation, de l'intégrer avec un BNP, de l'intégrer avec une fraction d'éjection, de l'intégrer avec la sévérité. Bien sûr qu'il va intervenir, il est dans l'algorithme, après on verra s'il va être dans les recommandations. L'avenir nous dira ce qui va se passer. Moi, je pense que c'est important de le mettre parce qu'il aide beaucoup pour dépister les dysfonctions infracliniques et aussi pour surveiller. Quand on trouve un strain et on est hors guidelines et on n'a pas un BNP encore qui a évolué et qui est augmenté, je pense que là, on sera dans une surveillance armée. C'est-à-dire, on va se dire, attention, il est en train de développer une dysfonction, il va falloir faire attention, on va le reconvoquer 3 mois ou 6 mois pour vraiment dépister le bon moment. Je suis d'accord avec elle, il faut le mettre dans les recommandations dans l'algorithme décisionnel du moment opportun de l'intervention. Alors, professeur Habib, vous pouvez activer votre micro si vous avez des petits commentaires à nous ajouter pour nous illustrer un peu ce que vous voulez, un petit peu en ce qui concerne votre expérience avec l'écho de stress et le strain dans la fuite aortique asymptomatique. Oui, bien sûr, avec plaisir. Un petit commentaire et une question. Le commentaire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec
ce qu'a dit, ce que Sabah vient de dire à l'instant, c'est-à-dire que on n'a pas assez d'arguments pour mettre pour l'instant le strain dans les recommandations. On commence à peine à le glisser dans la sténose aortique. C'est encore un petit peu loin pour l'insuffisance aortique et l'insuffisance mitrale. Par contre, on a des arguments pour penser que ça peut être quelque chose qui est associé à d'autres paramètres peut-être utiles. Et notamment, moi, je trouve que la grande valeur du strain, c'est sa reproductibilité. Donc, comme c'est reproductible, vous suivez votre patient avec le strain. Et si vous voyez que le strain diminue, c'est un argument pour peut-être surveiller de plus près et faire des contrôles un peu plus rapprochés, comme Sabah vient de le dire. Ça, c'est un petit commentaire. Et la question, c'est, et un commentaire aussi en même temps, mais surtout une question, je veux savoir ce que tu en penses. Pour les insuffisances mitrales, on a tendance à opérer plus précocement, même chez les asymptomatiques, parce qu'on sait qu'on va réparer. Pour les insuffisances aortiques, on est tous d'accord que quand on envoie un patient au chirurgien pour une insuffisance aortique, quand même dans la majorité des cas, il nous renvoie le patient avec une prothèse valvulaire. Et donc, on n'a pas le même comportement avec une insuffisance aortique avec une insuffisance mitrale. Pour une insuffisance mitrale, on est très invasif. Pour une insuffisance aortique, on est plus prudent. Sauf, comme tu l'as dit d'ailleurs très bien, dans les cas où on pense qu'une réparation peut être faite. Très facile dans les insuffisances mitrales, beaucoup plus difficile dans les insuffisances aortiques, mais je pense, et tu l'as bien souligné, et je voulais le confirmer, que ce n'est pas encore tout à fait écrit dans les recommandations, mais il commence à en parler, c'est-à-dire que quand le patient a une insuffisance aortique qu'on juge réparable sur l'échographie, là, il faut se poser la question d'opérer précocement, même chez un patient qui n'atteint pas forcément les critères chirurgicaux. Et la dernière remarque que je voudrais faire, c'est que tu as bien fait de dire qu'il y a l'écho, il y a l'IRM, il y a les diamètres, il y a les volumes. N'oublions pas, les volumes, c'est mieux, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins reproductible. Et c'est pour ça que dans les recommandations, il y a les diamètres du ventricule gauche, mais il n'y a pas les volumes. Donc, soyons prudents quand même avec les volumes. Restons basés sur les diamètres et surtout sur la reproductibilité, le suivi des patients. C'est très important pour prendre une décision. Mais je voulais savoir ce que tu penses. Est-ce que tu as tendance à faire opérer plutôt les patients quand ils ont une insuffisance aortique que tu penses réparable? Alors ça dépend en fait des centres avec qui on travaille en tant que chirurgien. Parce que la réparabilité ou une plastie ou une intervention de Yacoub, il faut savoir que ça demande bien sûr un centre qui a de l'expertise. Je suis tout à fait d'accord. Quand on envoie les patients, même quand on fait un bon compte rendu, souvent on a une bioprothèse ou une prothèse. Donc moi, on pose une indication, mais en fait ça dépend avec qui on travaille, ça dépend de l'équipe. Au Maroc, c'est vrai, et peut-être même chez vous, la chirurgie réparatrice, elle n'est pas encore diffusée largement. Et en fait, il faut en parler. Il faut savoir que maintenant, c'est des indications. Et puis, je pense qu'il y a des courbes d'apprentissage chez les chirurgiens. Donc, moi, souvent, c'est des prothèses. Même quand on dit, voilà, il faut opérer, c'est souvent des prothèses. Alors, chez l'enfant, par contre, parce que je fais beaucoup l'enfant, on a tendance également à faire de la réparation plus parce qu'il y a les contraintes des prothèses. Et donc, tout ça, ça se met en place. Et il faut savoir aussi que l'indication des réparations, que ce soit selon Tyrone David, Yacoub ou l'ANSAC modifié, ça se met en place depuis 2017 aussi. Donc, c'est assez récent et je pense qu'on va voir l'expérience des équipes. Mais le mot de la fin, c'est tout dépend avec qui. Et si vraiment l'expertise fait que le résultat ne sera pas là, il faut aller vers le remplacement valvulaire. Et donc, le message, c'est quand même un petit peu de prudence dans l'anticipation des indications pour les insuffisances aortiques par rapport à une insuffisance mitrale, puisque maintenant, beaucoup de chirurgiens sont capables de réparer une mitrale. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est moins facile de réparer une valve aortique. Donc, c'est un argument pour attendre peut-être un petit peu plus. Exactement, d'autant plus que la valve aortique s'accompagne souvent d'une pathologie de l'aorte. Ça, c'est un qui rentre en ligne de compte pour les discussions du type de la chirurgie. Donc là, il faut être aussi attentionné au niveau de l'aorte ascendante. Moi, je voudrais vous dire, Gilbert, parce que vous avez dit que les volumes ne sont pas reproductibles. Est-ce que c'est l'écho ou l'IRM? Parce que quand on à l'écho, essentiellement. À l'écho, l'IRM est plus reproductible, mais tu sais comme moi que quand tu fais, même moi, quand je suis des insuffisances aortiques,
Je regarde le diamètre d'un an auparavant, c'est au millimètre près, c'est la même chose. Et je regarde les volumes, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il faut rester modeste sur les volumes à l'échographie. Et tu as raison, il faut faire une IRM de temps en temps. Sans commentaire, tout à fait. Oui, alors une question qui revient souvent dans notre pratique quotidienne, c'est de la femme enceinte. Alors, quand tu es une femme jeune qui a un désir de grossesse, qui a une fuite aortique apparemment sévère sur le critère Doppler, qui est totalement asymptomatique, sans dilatation de l'aorte, sans aucune autre indication chirurgicale, et qui désire effectivement d'avoir des grossesses, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une surveillance ARB ou tu la proposes directement pour se faire opérer avant de tomber enceinte? Ça, c'est une très bonne question. On a souvent des femmes qui arrivent, c'est vrai, avec l'âge. Je l'ai vécu, cette situation. Alors, tout dépendra. Si on est dans les critères et c'est normalement une femme qui désire une grossesse, bien sûr, il faut régler le problème de la valve aortique. On ne peut pas se permettre d'avoir une grossesse dans le cas d'une insuffisance aortique avec un VG dilaté, qu'il ait dysfonction ou pas. Et après, bien sûr, il y a la contrainte du traitement anticoagulant pendant la grossesse. Et le cas qui a été posé dans cette situation, c'est l'aorte qui n'est pas dilatée. Ça, c'est vraiment pas difficile. Mais le gros problème, c'est quand on a une aorte limite et on est à 45, on est à 50 et on sait qu'une grossesse a un risque actuellement de dissection sur ces aortes dilatées du fait de l'effort de l'accouchement. Et on a une IA qui n'est pas dans les critères en fait, dans les critères de sévérité. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'une IA qui est modérée, avec un VG qui est peu dilaté, mais qui a une aorte dilatée, et le seuil qui est proposé, c'est 45, et qui va avoir une grossesse. Bien entendu, on ne peut pas se permettre une grossesse, et là, on va faire de la chirurgie prophylactique sur l'aorte, pour prophylactique de la dissection, et en fait, ça rentre dans les indications. Donc, il faut discuter au cas par cas. Il faut discuter également, est-ce que cette patiente, elle arrive à la limite? On a des patientes qui arrivent à 40 ans, elle veut faire un gosse. Donc là, on est vraiment pressé par la grossesse. Donc la patiente, il faut la prendre dans tous ses versants, en quelque sorte. Et moi, je pense qu'il faut rester recommandations et puis sortir également des recommandations, tenir compte de la gravité sur l'aorte et tenir compte également de l'effet de la grossesse sur la cardiopathie. Donc, IA importante, grossesse, régler le problème de l'IA et suivre la grossesse avec les contraintes qu'on connaît. IA modéré avec une aorte qui n'est pas dilatée, on peut se permettre une grossesse en surveillant l'aorte. Et IA minime avec une aorte et le cut-off qui est 45, on va être recommandation, il faut régler l'IA parce qu'il y a des risques de dissection. Ça, c'est un grand problème. Et que si elle te met devant le fait accompli, elle vient te voir alors qu'elle est déjà enceinte de 5 mois. Avec Ah oui, mais ça, écoute, c'est notre quotidien. Oui, ça c'est vrai. Nous en avons vécu ensemble, ça, tout le oui, ça c'est… Ça, c'est notre pain quotidien. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ces conditions? Tu le sais très bien. Ouais. Tu le sais. On a vécu beaucoup de situations communes et Dieu merci qu'on ne les vit plus. Quand on était interne, c'était toutes les situations. RMI percéré à 0,6. Alors, quand tu es à une grossesse avancée, on se dit on va continuer ça dépend, on continue la grossesse. Et je dirais, entre guillemets, l'histoire naturelle nous montre que souvent ces grossesses, elles arrivent sans aucun problème. Après, le gros problème, c'est quand tu as une IA dilatée au-delà de 45, après, et elle est déjà enceinte. Moi, je pense s'il y a une indication, il y a un risque, on reste quand même dans les recommandations. Et puis, c'est l'équipe qui va statuer, où il y a le chirurgien, il y a tout le monde, et puis on peut se permettre des indications d'intervention, même chez les femmes enceintes, en s'entourant de toutes les précautions contre les irradiations pour le fœtus en fonction de l'âge de la grossesse. Donc ça, c'est des cas, c'est vrai, c'est difficile, ça dépend de l'âge de la grossesse, ça dépend de l'état, l'aorte, le VG, et puis la décision, elle est prise au sein de l'équipe et d'un staff sérieux. Voilà ce qui se passe. Ah oui, vous avez été confronté à ces problèmes, monsieur Habib? Oui, bien sûr, je souscris tout à fait à ce que tu viens de dire. Je dirais que au point de vue hémodynamique, globalement, l'insuffisance aortique pose peu de problèmes pendant la grossesse. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de problème sur la aorte ascendante, même s'il y a une insuffisance aortique sévère, ça se passe bien. Et je dirais, même on peut faire un accouchement par voie basse sans difficulté. Ce n'est pas vraiment un problème. Le vrai problème, effectivement, tu as raison, c'est l'aorte ascendante dilatée. Bon, mais on fait tous de la même façon. C'est-à-dire que si on voit la patiente avant la grossesse et qu'on a le sentiment que
on est proche du niveau chirurgical et il vaut mieux intervenir avant et mettre une bioprothèse en général pour que la patiente puisse faire une ou deux grossesses successives pendant qu'elle est jeune et qu'elle a une valve biologique. Si on est loin de l'indication chirurgicale ou bien qu'on découvre la pathologie pendant la grossesse qui est déjà avancée au 4e ou 5e mois, eh bien on fait comme vous, on regarde. Si l'aorte est très dilatée, je crois que les indications chirurgicales pendant la grossesse sont quand même devenues très exceptionnelles parce que les gens sont quand même mieux suivis et voilà, mieux évalués qu'avant. Mais par contre, le problème de l'aorte, si elle est très dilatée, peut poser le problème de la césarienne pour l'accouchement. Mais voilà, on a la même, je partage ce qui a été dit, c'est plus le problème de l'aorte ascendante qui est un peu gênant, mais qui fort heureusement, je dirais, l'insuffisance aortique, et d'ailleurs les fuites valvulaires en général ne posent pas énormément de problèmes pendant la grossesse. Le Marfan est quelque chose de différent. Quand on a un Marfan, là c'est vraiment différent et là il faut être vraiment très vigilant et on sait que le risque est très important. Dans l'insuffisance aortique, même avec une aorte relativement dilatée, je pense que le risque de dissection est quand même relativement faible. Alors, à part toujours ton expérience avec l'écho tridimensionnel dans la fuite aortique. Alors l'écho, bien sûr, j'ai pas une grande expérience avec l'écho tridimensionnel et les sondes matricielles. Alors ce qui est dit par contre, c'est que quand elle est bien faite entre des mains expertes, on peut se permettre de l'utiliser, mais quand on voit un peu le sujet, c'est que l'écho, elle apporte en matière d'évaluation, elle apporte en matière de la localisation, elle répond dans les situations difficiles, mais il n'y a pas encore de seuil qui est encore validé. Donc elle peut régler des problèmes de la même manière que l'écho, le TO tridimensionnel. On a vu tout à l'heure dans le MitraClip que ça intervient, mais c'est toujours une question d'expérience. On sait très bien, c'est pas une technique. Dans la littérature, voilà ce qui est dit. Il faut qu'on diffuse cette technique et ça va être l'avenir. C'est sûr quand on voit les images et surtout que quand on a une écho tridimensionnelle, elle est plus faisable qu'une IRM au niveau de la logistique du plateau d'imagerie multimodale. Est-ce que tu fais de façon systématique un dosage de la BNP dans ta pratique quotidienne de tous les jours? De plus en plus. Ouais. Parce que maintenant, on n'est pas que dans l'insuffisance aortique. On a le rétrécissement aortique, on a l'insuffisance cardiaque. Et donc, finalement, ça devient un réflexe de le faire parce qu'il y a les recommandations. Tu sais que les recommandations, ça sert à ça. Ça te met sur le droit chemin. Et après, le mauvais truc du recommandation, c'est en fait, on est dans le carcan des recommandations sans se dire, comme un peu le cas de Esha ou d'autres cas, il faut sortir des recommandations. Il faut avoir l'esprit critique. Ça a été dit d'ailleurs dans le précédent topo avec Daniel Motti, avec Pibaro. C'est bon, on parle le même langage, mais je pense qu'il faut avoir des cas particuliers, on sort de ces recommandations. Donc on fait le BNP de plus en plus. On fait le strain de plus en plus. Vous le faites systématiquement, M. Habib, dans votre service, les BNP, dans le cas de la fuite aortique? Oui, moi je suis un très grand fervent du BNP, je l'utilise quotidiennement. Mais par contre, pour l'utilisation dans les valvulopathies, j'avoue que c'est vraiment dans le rétrécissement aortique qu'il a vraiment sa place pour la décision. Je ne crois pas avoir changé ma décision sur une insuffisance aortique, une insuffisance mitrale à cause du BNP. Par contre, sur les rétrécissements aortiques, c'est fondamental. Je vous rappelle que dans les recommandations, ça a été rajouté dans le rétrécissement aortique. Une augmentation significative qui double plus de 3 fois la valeur normale du BNP. C'est vraiment très important parce que là aussi, c'est toujours pareil, c'est des choses qui sont reproductibles, qui sont intéressantes. Le BNP, c'est très reproductible. Le rétrécissement aortique, vous le suivez régulièrement, le BNP ne bouge pas. Quand il commence à bouger, c'est qu'il se passe quelque chose. Et c'est dans les recommandations. Ce n'est pas encore dans les recommandations dans l'insuffisance aortique et l'insuffisance mitrale, mais c'est un paramètre que j'utilise très volontiers, oui, en général. Alors, mais dans le cas d'une insuffisance aortique, je dirais limite, où le VG s'est dilaté, ou on a un strain qui est bas, est-ce que ça ne serait pas quand même un paramètre de plus qui nous aiderait à se dire attention, on va surveiller ce patient de façon assez précautionneuse? Je pense, personnellement, je pense que c'est les cas où on peut se permettre, c'est en quelque sorte un screening. Ça nous donne une façon de surveiller meilleure, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gilbert.
Oui, oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que ça a moins on a moins de support scientifique. De toute façon, si tu as un ventricule gauche qui se dilate, si le BNP monte, ce n'est pas ça qui va te dire si c'est à cause de l'insuffisance aortique. Ça veut dire simplement que le ventricule gauche souffre pour une raison ou pour une autre. Là où je te rejoins aussi, c'est sur l'utilisation, peut-être pas du 3D, mais surtout de l'échographie transœsophagienne. Quand on a des cas où on a une dysfonction ventriculaire gauche, une insuffisance aortique, on a du mal à quantifier. Le TO, c'est vraiment très bien parce que tu vois la valve et tu quantifies mieux la fuite aortique. Je dirais que moi, parmi les examens que j'aime beaucoup dans l'insuffisance aortique, il ne faut pas se le cacher, la PISA dans l'insuffisance aortique, c'est quand même difficile. Tout est difficile, c'est beaucoup plus difficile à évaluer une IRO qu'une IM. Moi, j'aime bien faire une échographie œsophagienne pour quantifier la fuite et comprendre si la dysfonction ventriculaire gauche ou le BNP élevé que j'ai vu est vraiment lié à la sévérité de la fuite ou bien si c'est vraiment seulement une dysfonction ventriculaire gauche liée à une cardiomyopathie. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le BNP, mais je dis que c'est moins important que dans le RAO. Et l'IRM, vous la faites quand exactement dans votre service? Alors, l'IRM, on l'a fait systématiquement. Je pense que toute insuffisance aortique sévère doit avoir une IRM pour diverses raisons. Moi, je la fais au moins une fois dans le suivi pour avoir une estimation des volumes ventriculaires et pour voir si les volumes ventriculaires gauche à l'IRM sont les mêmes que celles que j'ai à l'échographie. Et aussi, on essaye de quantifier par la fuite par l'IRM. Je ne suis pas un fervent, je pense que à choisir dans l'ordre de préférence pour quantifier une IAO, je dirais le TO en premier, l'IRM peut-être en second et le TT en troisième. Mais l'IRM n'est pas parfaite, elle est très technicien dépendant pour les insuffisances aortiques. Mais il faut la faire aussi parce qu'elle permet de voir d'autres choses, la bicuspidie, la taille de l'aorte ascendante. Voilà, donc c'est un examen que j'utilise beaucoup. Mais à la fin, on retombe toujours sur les diamètres ventriculaires gauche qui sont les paramètres les plus reproductibles et ceux qui sont dans les recommandations. Et s'ils sont dans les recommandations, bien sûr, c'est pas pour rien, c'est parce que tout le monde sait le faire et tout le monde est capable de le faire. Mais bon, moi, on a la chance d'utiliser toutes les techniques et on le fait comme toi. Hein. Donc, pour la fibrose. Et la fibrose, bien sûr, la fibrose est un élément supplémentaire. Tu as cité un travail de notre centre auquel j'ai participé. Je ne sais pas comment tu es arrivé à trouver ce travail. Tu m'as impressionné là. Et effectivement, on a montré dans un travail, mais c'est de la recherche. Donc, c'est vraiment encore pour l'instant de la recherche. C'est très intéressant. La fibrose dans le rétrécissement aortique, c'est très intéressant. C'est pas encore vraiment dans les guidelines, mais c'est toujours pareil. C'est des choses qu'il faut faire et le suivi des patients avec ces techniques est très intéressant. Mais tu l'as très bien dit. Une fibrose segmentaire, est-ce que vous opérez des patients quand vous trouvez une fibrose segmentaire? Est-ce que dans votre centre, vous avez eu des cas? Honnêtement, on ne se base pas uniquement là-dessus. Moi, je reste je respecte les recommandations et on se base sur les choses simples. L'insuffisance aortique, je vais te dire, le meilleur critère de quantification, c'est dans la salle d'échographie. Je prends la brassard à tension artérielle et je prends la tension artérielle diastolique pour voir quelle est la sévérité de la fuite de temps en temps quand c'est difficile. Pour rester simple, je pense dans l'insuffisance aortique, il y a des paramètres basiques qui sont les symptômes, le diamètre du ventricule gauche, la tension artérielle diastolique et le suivi des patients. Après, tout le reste, c'est en plus. Après, je fais des IRM, je regarde l'aorte, je regarde la fibrose, je regarde tout ça. Mais il faut faire attention parce que des fois, si on fait trop d'examens et qu'on ne les interprète pas à bon escient, on risque de faire des bêtises. Mais je les utilise, bien sûr. Alors, Salima Abdali te demande, devant une fuite mitrale fonctionnelle qui intervient-elle dans la décision de la chirurgie de la fuite aortique asymptomatique? Non, je ne pense pas parce que l'insuffisance mitrale fonctionnelle n'apparaît que quand il y a un retentissement ventriculaire gauche important. Et là, honnêtement, la plupart du temps, et même dans tous les cas, je pense, on a les critères échographiques de dilatation du ventricule gauche en mode TM ou en bidimensionnel ou bien les volumes qui sont élevés. Je n'ai pas souvenir d'insuffisance mitrale fonctionnelle alors que les critères hémodynamiques et de diamètre et de volume du ventricule gauche d'une insuffisance aortique ne sont pas atteints. Donc, c'est vraiment accessoire. Alors, on voudrait savoir un petit peu votre expérience avec le TAVI dans votre service pour les fuites aortiques. Voilà. Je dis bien pour les insuffisances aortiques. Est-ce que vous en avez déjà fait? Oui, ben c'est comme Sabah l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'avant, on ne le faisait jamais, maintenant, on le fait de plus en plus souvent. Alors,
le cas idéal, enfin le cas simple pour les insuffisances aortiques, c'est quand on est dans une maladie aortique. C'est qu'il y a quand même, le plus important, c'est qu'il y ait des calcifications. Quand la valve est très calcifiée, là, on n'a pas de difficulté, même si c'est l'insuffisance aortique qui est prépondérante, il n'y a pas de problème et le TAVI marche très bien. Le problème, le vrai problème, c'est les cas où il y a une insuffisance aortique sans calcification. L'insuffisance aortique par bicuspidie, ça nous est arrivé de le faire, on le fait de temps en temps, mais c'est quand même vraiment quand on ne peut pas faire autrement et on sait que c'est plus compliqué, mais bon, honnêtement, allez, sur les 50 derniers TAVI, on a quand même dû faire 7 ou 8 7 ou 8 insuffisances aortiques. Ça nous arrive de plus en plus avec des bons résultats. Et là, il faut vraiment se fier à l'expérience des techniciens du TAVI qui étudient bien le scanner, qui regardent si c'est faisable, qui ont une grande expérience. Donc, ma réponse, c'est, encore une fois, c'est multidisciplinaire. On regarde tout ça ensemble et on a vraiment des bons résultats aussi. Mais voilà, faut qu'il y ait de la calcification, c'est mieux quand même. Et dans l'IA post-TAVI, qu'est-ce que vous faites? Le plus souvent, pas grand-chose. Écoute, on les diagnostique, on les regarde. Il y a quelques cas qu'on a été obligé de réopérer. Il y a eu quelques cas où on a essayé de refaire, de gonfler à l'intérieur du TAVI quand on pensait que le mécanisme était celui-ci. Mais c'est fort heureusement des situations relativement rares maintenant, avec quand même des fuites qui sont beaucoup moins importantes qu'il y a quelques années après les TAVI avec les nouveaux modèles de TAVI. Bon, j'ai une question personnelle à vous poser. Combien coûte la procédure de la pose d'un clip mitral? Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas la moindre idée. Pas la moindre idée. Alors, oui, vas-y, tu as une idée, toi, ça va? Dans les recommandations, ils disent que le centre doit avoir la possibilité économique de réaliser le MitraClip. C'est dans les recommandations, je pense que c'est une restriction. Je pense la réalisation, c'est dit dans les recommandations. Donc, oui, si ce n'est que maintenant, ça a changé dans la mesure où c'est dans les guidelines, donc c'est remboursé. Maintenant, le MitraClip dans les insuffisances mitrales organiques est remboursé, donc on n'a plus besoin de payer. Le problème que tu abordes là, c'est le problème que j'ai eu hier avec le triclip. Parce que nous, maintenant, on va se lancer dans le triclip, le clip sur la tricuspide. Et là, on est dans la phase du début. Et là, ils nous demandent, pour pouvoir faire le triclip, d'avoir notre hôpital qui accepte de payer un certain nombre de triclips, 5 triclips, pour pouvoir rentrer dans les études qui permettent de faire le triclip. Donc ça, c'était ce qu'on faisait avant. Il fallait que l'hôpital nous paye des MitraClips. Maintenant, c'est remboursé en France, en tout cas pour les organiques, et c'est remboursé par la sécurité sociale pour les insuffisances mitrales fonctionnelles, surtout si elles sont dans les critères que je vous ai cités, vous savez, ces insuffisances mitrales disproportionnées. Donc ça, c'est remboursé aussi. Donc, on n'a plus de problème pour le MitraClip maintenant. J'espère que ce sera la même chose pour le triclip, mais c'est une autre aventure. Parce que ça a été une limite pendant très longtemps, ce problème de remboursement, même qui a retenti sur la courbe d'apprentissage très très longtemps. Absolument. Ça, c'est un problème. Est-ce que je peux poser une question, Seth? Vas-y. Alors, je voudrais savoir, je voudrais vraiment savoir comment ça se passe dans votre laboratoire, parce que le rôle de l'échographiste en pair-procédure est très important. En fait, c'est lui qui guide le cardiologue interventionnel. Est-ce que vous pourrez un petit peu nous expliquer comment ça se passe? Oui, bien sûr, c'est fantastique. Honnêtement, c'est difficile en même temps. C'est un plaisir aussi, parce que c'est vraiment fantastique, parce que c'est la seule technique. Moi, je vais dans les laboratoires d'hémodynamique depuis longtemps, pour les CIA, etc. Maintenant, je laisse tous mes collaborateurs y aller à ma place. Mais pour les MitraClips, j'y vais moi-même, parce qu'on y est deux d'ailleurs, avec un de mes collaborateurs, on y va toujours à deux, parce que c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que le rôle de l'échographiste, je ne l'ai pas détaillé aujourd'hui, mais il est double. D'une part, pour le point de ponction du septum interauriculaire. Donc, ça se fait sous contrôle échographique. Et vraiment, je peux vous dire que le cathétériseur regarde ce qu'on lui montre et il fait avec nous. D'ailleurs, maintenant, on fait des staffs MitraClip tous les mercredis matins. On se prend une demi-heure pour regarder les cas qu'on veut discuter. Je peux vous dire que mes cathétériseurs, ils sont devenus très bons en échographie. Ils savent interpréter la plupart des choses. Après, pendant la procédure… Sous contrôle écho 3D. Alors, justement, très bonne remarque, j'allais y venir. Pendant la procédure, on utilise deux techniques. On prend une coupe qu'on appelle échographie transœsophagienne, bien sûr, le patient est endormi. On fait une coupe
2D, bicommissurale. Vous savez, la bicommissurale où on voit P1, P2, P3, 1, 2, 3. Et à partir de là, on utilise ce qu'on appelle le biplan, enfin l'utilisation de multiplans simultanés, c'est-à-dire qu'on balaye pour faire apparaître simultanément la courbe, les images dans la coupe bicommissurale et dans la coupe longitudinale. Donc, on passe de cette technique bidimensionnelle au 3D. Et on alterne en permanence entre le 3D et le bidimensionnel. Et on fait la procédure. Mais c'est vraiment, on passe aussi de l'échographie à la radiologie aussi. Il s'aide aussi beaucoup de la radiologie. Et c'est vraiment un dialogue permanent avec les cathétériseurs. Et comment vous surveillez l'insertion du clip à l'écho? L'insertion du clip, alors on le repère, la position, on regarde s'il est bien droit, ça on le fait en 3D. Puis une fois qu'on a bien repéré qu'il était bien axé en 3D, à ce moment-là, on repasse en bidimensionnel, en X-plan. Voilà, je cherchais le terme tout à l'heure. Le terme qu'on utilise, c'est le X-plan. Et c'est sous X-plan, en zoomant sur la valve mitrale, on regarde le passage de la valve mitrale. On oriente avec le cathétériseur la position du clip, à quel endroit il doit passer. En général, on met souvent 2 clips. Et après, quand le clip est dans le ventricule gauche, on zoome dessus et on regarde si ça se ferme bien en évitant l'appareil sous-valvulaire, etc. Donc, c'est vraiment très, très joli, très intéressant. Et ça se fait vraiment sous contrôle échographique. Alors, une question qui revient souvent, qui dit dans les IM secondaires, la dysfonction ventriculaire gauche, faut-il les évaluer plusieurs fois avant de poser l'indication du clip? Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'on sait que ces IM fonctionnels, comme les insuffisances tricuspidiennes fonctionnelles, sont très variables selon l'hémodynamique. Et donc, d'abord, il faut exiger que, puisque c'est une insuffisance mitrale fonctionnelle, c'est-à-dire liée à une dysfonction ventriculaire gauche, que tout le traitement médical optimal ait été donné, c'est-à-dire qu'il ait eu les IEC, les bêta-bloquants, les diurétiques, éventuellement l'Entresto et éventuellement la resynchronisation. S'il persiste une insuffisance mitrale fonctionnelle symptomatique, c'est une bonne indication. Et à ce moment-là, on vérifie par plusieurs examens successifs que cette insuffisance mitrale est stable. Et puis, quand elle est vraiment permanente, à ce moment-là, on y va. Vous avez tout à fait raison, on sait que ces insuffisances mitrales sont variables selon l'état d'hydratation du patient. Et parfois, vous savez ce qu'on fait quand les insuffisances mitrales sont trop importantes, que l'orifice est trop grand? On hospitalise les patients, on les diurétique intraveineux pour les préparer au mitraclip et on attend que la fuite soit un peu moins importante pour pouvoir faire le mitraclip. Et parfois même, on les met sous dobutamine avant la procédure pour les mettre dans les conditions optimales. Je pense que vous avez eu probablement une régression de la fuite mitrale par la suite et vous vous abstenez de geste après, non? C'est ça? Alors, le but, c'est effectivement, ça permet de réduire fortement. Alors, on a les meilleurs résultats pour être très objectif avec les insuffisances mitrales organiques, les prolapsus, là où on arrive à guérir, parfois presque aussi bien qu'un chirurgien. C'est jamais aussi bien qu'un chirurgien. Je suis prudent parce que s'il y a un chirurgien dans le public, il ne va pas être content. Jamais aussi bien qu'un chirurgien. Mais on a des très bons résultats. Pour les insuffisances mitrales fonctionnelles, on est content si on arrive à avoir une belle réduction. On n'a pas une disparition. D'ailleurs, il faut faire attention parce que si on fait disparaître complètement une fuite mitrale fonctionnelle, parfois ça s'accompagne d'une majoration de la dysfonction ventriculaire. Mais je crois que ce que voulait dire ça tout à l'heure, c'est que quand vous diurétiquez les patients et qu'il y a une régression de l'IM, vous abstenez au geste du mitraclip? Ah, c'est une bonne question aussi. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est une bonne question. Si elle disparaît complètement ou elle devient minime, on ne fait pas le mitraclip. On estime que c'est une insuffisance mitrale qu'on devrait être capable de maîtriser par le traitement médical. Moi, je parlais plutôt des insuffisances mitrales massives, grade 5 ou 6, qui n'existent pas, bien sûr, ces grades, mais trop importantes pour arriver à faire un mitraclip. On les diurétique très fortement pour les remettre à un niveau acceptable, une insuffisance mitrale importante qui reste grade 4, mais qui est accessible au mitraclip. Alors, le docteur Assad Charan nous fait savoir que le prix de mitraclip en France est de 26 000 €. Voilà. Voilà, une idée. Alors, il y a une bonne question du professeur Redouane Sbahi, échocardiographiste, qui dit que selon les recommandations, l'indication du mitraclip est basée sur la sévérité de la dysfonction VG. À partir de quel niveau de dysfonction vous jugez que cette procédure est encore utile?
Absolument. Il faut qu'il y ait. Alors, on est bien d'accord, hein, il y a les insuffisances mitrales organiques, les prolapsus, où la dysfonction ventriculaire gauche ne compte pas. Au contraire, c'est en général des patients qui ont une fraction d'éjection normale. Pour les insuffisances mitrales fonctionnelles, là oui, la dysfonction ventriculaire gauche fait partie des critères. Dans les recommandations, je crois que c'est 45%. Il faut que ce soit inférieur à 45%, sinon, a priori, il n'y a pas de raison de contre-indiquer le patient à la chirurgie. La question la plus importante, c'est l'autre côté, c'est-à-dire jusqu'à combien de dysfonction ventriculaire gauche, à quel niveau de sévérité on peut accepter de faire un MitraClip. Quand on descend à 35, 30%, c'est encore faisable. 30, 25, 20%, ça commence à devenir dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que quand on quantifie une fuite mitrale et une fonction ventriculaire gauche sur une insuffisance mitrale fonctionnelle, eh bien, le ventricule gauche pompe fort sur la fuite mitrale. Et vous avez l'impression qu'il est à 35%, mais si vous levez la fuite mitrale, on le connaît tous dans notre expérience, et bien après, il est à 25%, il a perdu 10% au minimum. Donc, si on part à 20%, parfois c'est la catastrophe. Donc, je dirais plutôt que la limite haute n'est pas très importante, c'est surtout la limite basse qui est importante. Et je pense qu'au-dessous de 25%, il faut vraiment être très, très prudent. Nous, notre sentiment, c'est que 30%, ça va, 25%, c'est dangereux. Est-ce que vous faites toujours le MitraClip en présence d'une équipe chirurgicale? La vérité, c'est qu'on a l'équipe chirurgicale dans l'hôpital, mais pas dans la salle de cathétérisme. En stand-by? Non. Autant on a une vraie nécessité. Pour nous, chez nous, les TAVI sont faits avec un binôme, un cathétériseur et un chirurgien, mais les MitraClips sont faits par des médecins, par des cathétériseurs. Il y a 2 cathétériseurs et 2 échocardiographistes. Alors, pour le professeur Foudoua, j'ai une question très difficile, je ne sais pas comment tu vas répondre. Il y a des études qui ont montré une dégradation du strain en post-opératoire, surtout la première année, malgré l'amélioration de la fraction d'éjection de VG. Est-ce que vous avez une idée? Je ne sais pas. Ça c'est un petit peu les techniques d'évaluation. Il y a des cas aussi en préopératoire qui ont une fraction d'éjection qui est bonne, alors que c'est un petit peu les discordances entre le strain et la fraction d'éjection. Est-ce que les déformations longitudinales, elles ne sont pas toujours concordantes avec la fraction d'éjection? Donc là, en fait, dans ce cas, on me dit qu'il y a une amélioration de la fraction d'éjection alors que le strain, il ne s'est pas amélioré. Donc, on peut se dire peut-être que c'est la fiabilité de la mesure de la fraction d'éjection par les coups. Si ce n'est pas amélioré, c'est qu'il y a une dysfonction quand on tient compte des paramètres, de leur validité, de ce qu'ils apportent. Donc là, c'est un cas qui est un peu particulier et peut-être probablement c'est un patient qui a été opéré tardivement. Il y a de la dysfonction. Je pense qu'une fraction d'éjection normale n'élimine pas une dysfonction VG. Bien sûr. Le strain est plus robuste que la fraction d'éjection. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que c'est plus précoce, c'est plus fiable, c'est plus reproductible. Donc, je partage tout à fait ton sentiment. Alors, quelque chose qu'on voit tous les jours, un patient qui a une maladie mitrale rhumatismale avec retentissement sur le ventricule gauche, fraction d'éjection à 50%, un strain longitudinal à moins de 15%, qui a une fuite aortique qui semble être modérée. Faut-il faire le double remplacement valvulaire mitro-aortique tant que la chirurgie est là, ou faut-il respecter la fuite aortique qui n'a pas encore le critère de sévérité? C'est une très très bonne question que nous vivons tous. Mais en fait, quand il y a un RM, il y a tous les critères de l'IA qui peuvent être impactés en dehors de la surface de l'orifice régurgité et de la fraction régurgitée. Donc, tout le reste, il est impacté. Alors, dans les indications, quand on voit les recommandations de 2017, il y a un chapitre où on dit, quand on opère pour une autre chirurgie, que ça soit un pontage, une insuffisance aortique, je dis bien sévère, asymptomatique, quand il y a un pontage, ou minime, dans l'insuffisance aortique, pardon. Quand il y a une insuffisance aortique, alors dans les guidelines 2017, quand il y a un pontage ou quand il y a une chirurgie autre, même valvulaire, il faut opérer l'insuffisance aortique et c'est une recommandation de classe 1, je pense C. Donc, on fait une intervention sur la valve aortique. Alors, je voudrais juste revenir pour le professeur Habib, si vous voulez bien, parce que c'est une question personnelle. Vous aviez bien parlé de la pose, effectivement, de clip sur la valve tricuspide.
Alors, c'est quelque chose, bien sûr, auquel on est confronté tous les jours. C'est des malades qui ont été opérés et qui, malheureusement, la fuite tricuspidienne finit par s'aggraver. Ils font des tableaux d'insuffisance cardiaque droite avec ACFA, avec, bien sûr, acide et tout le… Nous le recevons un peu très mal, ces gens-là. Et puis, nous sommes un petit peu confrontés à ces situations avec des diurétiques, ce que vous voulez, mais ça ne donne jamais rien. Alors, effectivement, avez-vous une expérience, effectivement, une idée pour la pose de ce clip au niveau de la valve tricuspide? Ben, je suis comme vous, hein, on soigne des patients comme vous et on a le même problème que vous. On n'est pas content de voir que 10 années après une intervention chirurgicale, mitrale qui s'est bien passée, alors que tout va bien et on pensait que tout allait bien, la tricuspide lâche et on a des insuffisances tricuspidiennes importantes. Malheureusement, on n'a pas de solution miracle. La solution, c'est, je crois, respecter ce que dit Dreyfus, hein, ce qu'il dit sur les insuffisances tricuspidiennes fonctionnelles, c'est-à-dire que quand on opère une mitrale ou même une aorte, il faut regarder la tricuspide et s'il y a une fuite ou une dilatation de l'anneau, il faut faire un anneau préventif sur la tricuspide. Mais une fois qu'on constate l'insuffisance tricuspidienne, c'est vrai qu'on est souvent très embêté. C'est des décisions qui sont vraiment toujours difficiles et honnêtement, c'est pour ça qu'on se lance dans le triclip pour ces patients-là. Mais on va voir. Je pense que c'est trop tôt pour dire quel usage on va en faire et si ça va résoudre vraiment le problème de nos patients. L'impression ce qui sort de la littérature, c'est que les bonnes indications du triclip, ça va être des fuites tricuspidiennes pas trop importantes, avec des valves qui sont pas trop sévères. Et malheureusement, les cas qui nous posent problème et dont vous parlez à juste titre, c'est des patients qui ont souvent des valves tricuspidiennes ouvertes et qui fuient de façon très importante et pour laquelle la prise en charge est très difficile parce que même d'opérer ces patients, de faire une plastie, vous savez tous comme moi que les plasties, elles sont encore fuyantes souvent après l'intervention. Et de mettre une prothèse tricuspidienne sur un ventricule droit fatigant, c'est pas très bien. Le ventricule droit, souvent, ne le supporte pas. Donc, je pense que le triclip va trouver une place dans cette indication, mais il faut laisser le temps. Vous voyez, le mitraclip, il y a 5 ans, on en faisait un par mois, etc. Maintenant, on le fait très régulièrement, on a des beaux résultats. Le triclip, en France, on est plusieurs équipes à commencer tous en même temps. On rentre dans un protocole qui s'appelle tri.fr, l'équivalent de Mitra.fr. On va rentrer dans le protocole tri.fr. Il faut être patient. Il faut être patient. Je peux poser une question à Gilbert. Oui, oui. Alors, quels sont les résultats du mitraclip en 3 mots sur la fraction d'éjection, sur les diamètres, sur les volumes et sur la mortalité actuellement? Alors, vraiment, je pense qu'il faut vraiment opposer les organiques et les fonctionnels. Les organiques, on peut attendre vraiment une quasi-guérison du patient, comme tu le fais quand tu opères un patient pour un prolapsus valvulaire mitral. Tu as le même résultat avec un mitraclip, sous réserve que le résultat soit bon, bien entendu. Donc, il n'y a aucune question à se poser. On a des excellents résultats en termes d'évolution des diamètres, des volumes, de la fuite et du pronostic. Pour les fonctionnels, on est encore un tout petit peu dans l'incertitude. C'est ce que j'ai un peu présenté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait l'étude COAPT américaine et l'étude Mitra-FR en France qui ont montré des résultats divergents. On commence à mieux cerner les choses, c'est-à-dire que les patients qui ont des fuites importantes et des ventricules gauches pas trop dilatés, ces patients-là, vraiment, on les améliore. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les autres. Parce que des fois, on a des très bonnes surprises. Des fois, on a des patients, on y va un peu de façon compassionnelle. On se dit, ça ne va pas marcher, il a un ventricule trop gros. Et ça marche quand même, il s'améliore. Et donc, voilà, non, c'est vraiment une technique intéressante. Il faut vraiment, encore une fois, c'est le travail d'équipe et les staffs multidisciplinaires sont importants. Tu vois, par exemple, hier matin, on avait un cas d'une insuffisance mitrale fonctionnelle très sévère chez une femme jeune de 55 ans, 60 ans, fraction d'éjection à 25%. On a tourné autour, on a vraiment discuté. On a regardé le cathétérisme droit, on a regardé le ventricule droit, on a regardé l'ensemble, le degré de dilatation du ventricule. Comme le ventricule n'était pas trop dilaté, on a dit, bon, il faut y aller. Et on a décidé chirurgie, malgré la dysfonction ventriculaire gauche. Donc, c'est vraiment au cas par cas. C'est des discussions passionnantes. Il n'y a pas de réponse univoque. Et c'est toujours un plaisir de discuter de ces dossiers très intéressants. Et on est content d'avoir des techniques comme le mitraclip et bientôt le triclip pour nous aider. Mitraclip et geste sur les cordages, est-ce que et le geste sur les cordages, c'est pas encore quand on lit, on trouve qu'il non, pour le mitraclip, non. Au contraire, on essaye surtout d'éviter les cordages pour ne pas se coincer dedans, parce que sinon, c'est la catastrophe. Alors justement, c'est la dernière question qui me reste. Quelles sont les complications? Ah, on va pouvoir aller manger après, alors. Oui, je sais que vous avez faim, mais on ne peut pas vous inviter à un méchoui, on est désolé.
Voilà. J'aurais bien aimé pourtant, hein, Et ça m'aurait fait oui, plaisir. je l'ai compris en vous regardant à travers ça, j'ai compris que vous avez besoin d'avoir un bon méchoui. L'an prochain, Inch'Allah. Ne vous Inch'Allah. inquiétez pas, vous serez les C'est bienvenus. promis, hein, c'est promis. Alors, quelles complications per procédure que vous avez eues et qui vous a fait un petit peu la catastrophe? Oui. Alors, on a eu deux types de complications. La première qui est classique avec toutes ces procédures, c'est la perforation une rupture dans le péricarde. C'est pas tellement le mitraclip d'ailleurs, c'est les cathéters qui permettent de. En général, c'est quand on franchit le septum interauriculaire. Si on est trop postérieur, on est proche de la zone du péricarde et ça peut donner des tamponnades. Donc, on a eu quelques cas de tamponnades, pas beaucoup, mais ça peut arriver. C'est pas très grave en général. C'est pour ça qu'il vaut mieux quand même avoir un chirurgien pas loin, hein, quand même. Donc, les chirurgiens ne sont pas dans la salle, mais ils sont présents dans quelques étages au-dessus. Et l'autre complication exceptionnelle qu'on a eue assez récemment, malgré notre expérience, c'est une migration du clip. Ouais, ça peut arriver, c'est très exceptionnel. Et ça nous est arrivé, ça souligne le rôle de l'échographie. C'était un patient qui, curieusement, en échographie, n'était pas très échogène. Et donc, on aurait dû ne pas le faire parce que l'échographie transœsophagienne était mauvaise. Chez lui, on ne voyait pas bien. On a cru qu'on était bien, on n'était pas bien. Il y a eu une migration. Fort heureusement, c'est parti dans l'artère fémorale et le patient a été opéré sans conséquences particulières. Mais d'ailleurs, dans les critères futurs pour le TriClip, pour avoir le droit de faire un TriClip avec un patient, c'est dans les critères de l'étude TriFR, il faut que la qualité de l'échographie transœsophagienne soit parfaite. C'est encore plus important pour le TriClip que pour le mitraclip. Et les CIA, est-ce que c'est fréquent chez vous? Oui, tous les patients ont une petite CIA après le mitraclip, mais ce n'est pas une complication. Cette CIA, elle est en général de petite taille. Exceptionnellement, elle peut être grosse. Il nous est arrivé une fois ou deux fois peut-être, pendant la procédure, d'avoir que cette CIA était trop grosse et avait un retentissement hémodynamique immédiat. Et on l'a fermée par un emplazeur pendant la procédure. Et c'est exceptionnel. Le plus souvent, c'est des toutes petites CIA qui peuvent se fermer d'ailleurs dans l'évolution. Mais c'est normal d'avoir une CIA parce que le cathéter qu'ils utilisent, je ne connais pas le numéro de French qu'ils utilisent, mais c'est des gros cathéters plus gros que ce qu'ils utilisent par exemple pour faire une dilatation mitrale percutanée. Donc ça fait quand même un trou significatif dans le septum interauriculaire. Les 24. Philippe, monsieur Habib, vous les mettez entre la valve septale antérieure et postérieure, c'est bien ça, non? Ça se met entre la valve, si possible, entre A2 et P2, la valve antérieure et la valve postérieure, absolument. Très bien. Bon, alors j'ai terminé avec les questions. Professeur Choureibi, je n'ai qu'à remercier les orateurs qui ont été brillants, qui nous ont appris beaucoup de choses. Merci à Sabah, merci au professeur Gilles Habib d'avoir accepté notre invitation. Un grand plaisir. Et de nous consacrer votre temps précieux. On va faire dîner, vous faire dîner à 22h30, on est désolé. Vous allez rater un méchoui marocain, c'est bien dommage. Hein, c'est bien dommage. Ouais, en plus, vous me dites ça, c'est dur, vous êtes dur avec moi. Oui. Je passe la parole au professeur Choureibi, mais c'était un réel plaisir. Merci beaucoup. Moi de même. Comme tu dis, ça, c'est un réel plaisir hein, d'écouter un petit peu ce débat. Hein. C'est vraiment magnifique. Encore une fois, un grand merci, Gilbert. Hein. Vraiment, merci pour avec ta plaisir. disponibilité, pour ta générosité scientifique et pour tout ce que tu fais pour la cardiologie marocaine en général. On aura Toujours avec plaisir. de se voir très prochainement, Inch'Allah. Merci beaucoup, Sabah, pour ton exposé qui était brillant, hyper complet, comme d'habitude. Vraiment un grand merci à toi aussi. Et merci Saad pour enfin, la façon avec laquelle tu as géré le débat qui était hyper passionnant. De très belles questions de haut niveau et des réponses qui ont suivi bien entendu. Je voulais remercier aussi les laboratoires Botu de nous avoir participé et au nom de toute l'équipe de l'AMCAR, je vous souhaite une bonne soirée. Alors avant de terminer, je voudrais vous dire que la semaine prochaine, il y aura 2 webinaires dans le programme qui est affiché sur le site de l'AMCAR. Le premier, c'est celui de la SMC avec notre ami Aïcha Aouad et qui va être axé essentiellement à la fibrillation atriale et avec de grands noms, encore une fois. Donc, on aura le plaisir d'écouter le professeur Defaille, le professeur Chahidi, notre ami qui nous manque, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu,
et bien sûr avec nos experts marocains, bien entendu. Et le jeudi prochain, il y aura un webinaire assez original qu'on va traiter dans le cadre de l'AMCAR sur l'intelligence artificielle, sur les big data. Et c'est un sujet qui est extrêmement passionnant. Donc, ça paraît un petit peu hors de notre circuit, mais vous allez voir que c'est des choses qui vont nous intéresser très prochainement dans l'avenir très, très proche. Et il faut absolument qu'on soit au courant d'un certain nombre d'informations pour se préparer à cette intelligence artificielle qui risque de nous prendre un petit peu de la place en tant que clinicien et en tant que praticien de la médecine. Il n'y a pas que la cardiologie, mais il y a des secteurs qui sont un peu plus exposés, ils sont un peu plus menacés que la cardiologie. Et on va essayer de voir ça avec des experts, mais vraiment internationaux et nationaux de grand renom. Hein. Il y a le docteur Laurent Alexandre, qui est très connu. C'est le propriétaire premier de Doctissimo qu'il a vendu à TF1 et puis qui va être présent parmi nous. Et il y aura aussi des experts nationaux, le professeur Schley et aussi le docteur Tahir Ejouti, qui sont vraiment des experts en la matière. Et tout ça va être dirigé par notre ami, le professeur Ahmed Bennis, qui va modérer un petit peu cette session. Encore une fois, un grand merci à tous les acteurs de cette session. Je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Merci.